Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre rétrospective de l'année 2021 avec le 10e épisode déjà, qui va donc porter sur Eiffel, un film de Martin Bourboulon qui va mettre en scène le duo Emma Mackey-Romain Duris, ce dernier qui incarne le principal concerné, Gustave Eiffel, qui a conçu la fameuse tour Eiffel. Et donc le film, c'est l'histoire de cette construction, mais aussi et surtout une histoire d'amour en fait, qui va inspirer à Eiffel justement la tour, jusqu'à sa forme même. Alors j'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas vu le film, je vais le spoiler dans ses grandes largeurs. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le avant de regarder cette vidéo. Donc comme je le disais, on va mêler l'histoire de la construction de cette tour à une histoire d'amour. Et c'est avec de simples gestes, de petits gestes, que va naître la grande histoire. Aujourd'hui on parle du dernier film de Martin Bourboulon, Eiffel. Alors cette idée, c'est quelque chose qu'on va retrouver déjà dans le titre. Eiffel, ça inclut à la fois Gustave Eiffel et la tour. Bon, c'est assez évident de dire ça, mais il faut regarder par rapport aux autres possibilités de titres qui ont été évacuées. Gustave Eiffel, par exemple, ça n'inclurait que le personnage et pas la tour. Et inversement, si le film s'appelait Tour Eiffel ou La Tour Eiffel, il y aurait une autre possibilité qui aurait peut-être été encore plus pertinente. Ça aurait été d'appeler le film Adrienne, ou La Tour d'Adrienne. Mais là, au niveau du public, il y aurait une idée qui serait mal passée. Il y aurait une confusion sur le fait qu'on parle bien d'un film sur la Tour Eiffel. C'est une question qui se pose pas quand le film s'appelle Eiffel, par exemple. Et donc, ça aurait été un choix artistique et pas commercial. Mais bon, là, c'est clairement un film commercial, qui est financé d'ailleurs par L'Oréal et BNP Paribas, une grande marque de cosmétiques et une banque donc. Je sais pas si d'ailleurs c'est une très bonne idée de financer les films par des banques. Bon, ça c'est mon avis. Ça regarde plus la deuxième partie de la vidéo. Mais du coup en ce qui concerne le film, c'est assez paradoxal, parce qu'il comporte aussi l'idée que la Tour Eiffel appartient à tout le monde, bourgeois comme ouvriers. C'est quelque chose qui est très mis en avant, et qui est certainement pas véritable historiquement. Je doute que ça soit vraiment une volonté de la part de Eiffel d'avoir voulu faire une tour pour tout le monde. Je pense que c'était plutôt pour sa gloire personnelle. Et ce qu'on remarque très vite, c'est qu'il s'agit en réalité plus d'une histoire d'amour que d'un film véritablement historique, ou du moins biographique. C'est quelque chose de très assumé en fait. Il y a beaucoup plus de scènes sur la relation entre Emma Mackey et Romain Duris que sur la construction de la tour. Et il y a un élément qui montre bien ça, c'est quand il est annoncé que c'est la Tour Eiffel qui sera produite pour l'exposition universelle. La chose la plus importante à ce moment-là, c'est pas l'annonce, parce qu'il n'y a pas trop de suspense déjà, on connaît déjà l'issue du résultat, mais c'est surtout les deux mains des protagonistes, Gustave et Adrienne, qui se serrent, et le fait que le mari d'Adrienne, Antoine, les voit, c'est un changement radical dans le film, parce que le fait qu'ils sachent pour leur relation, ça ne raconte plus du tout la même histoire en fait. Et pendant tout le film, la mise en scène s'attarde beaucoup sur les petits gestes. C'est des gestes qui peuvent paraître insignifiants au départ, mais qui, quand ils sont mis en avant, permettent de créer du sens. C'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans la narration, dans les films muets, en se concentrant sur un élément qui est détaché géographiquement du reste de la scène. Et on retrouve ça également dans le film. Ça nous permet notamment de comprendre que Gustave est attiré par Adrienne lors de leur retrouvailles, puis de comprendre qu'ils ne sont pas de la même classe sociale lors du repas, dans un flashback quand elle lui montre comment se servir de ses couverts, ou encore le moment où Adrienne comprend que son mari est au courant pour sa relation passée avec Gustave, à travers un plan sur une cuillère et une tasse à café, et on remarque que ces plans sont uniquement liés à cette histoire d'amour. C'est pas des plans qu'on retrouve dans l'autre histoire, la grande histoire. Et justement, au niveau de la structure et des attentes, une problématique qui devait être importante dans la construction du film, c'est le fait qu'on connaisse déjà la finalité, qu'on soit à peu près sûr de la réussite de la construction. Et ça, c'est le problème de raconter une histoire que l'on connaît déjà. C'est qu'au cinéma, l'une des attentes, c'est d'être surpris. Et là, c'est ce contexte personnel, qui est une fiction. Adrienne, c'est pas quelqu'un dont l'existence a été prouvée, c'est plutôt une légende. Et cette histoire, elle va combler les questionnements qu'on ne se pose pas sur la construction de la tour, en amenant de nouveaux, puisque d'abord on se demande quel est leur lien, on comprend qu'ils se sont connus, mais on se demande comment ils se sont rencontrés,
Et ensuite on se demande comment ils se sont séparés, comment une histoire si belle a pu devenir l'échange froid que l'on retrouve au début. Et du coup on a presque 3 récits en fait. On a la construction de la tour, on a ces retrouvailles aussi entre les 2 personnages, et parallèlement on a aussi un récit en flashback, dont on suppose que les allers-retours sont potentiellement les projections mentales du héros, ou des héros d'ailleurs. Ces 3 histoires qui vont être liées parce qu'elles vont se compliquer en même temps. Le nœud dramatique va se développer simultanément dans chacun des 3 récits. Et donc on a un échange entre les époques, qui renvoie d'ailleurs à l'utilisation de la musique dans la narration, avec souvent une musique d'écran, c'est-à-dire une musique qui est identifiable dans le cadre, un pianiste par exemple. Et par opposition on retrouve la musique de fosse, celle qu'on ne peut pas identifier clairement à l'écran. C'est celle qui est le plus souvent utilisée au cinéma, et elle a un rôle important dans le film, notamment lors de la scène de danse, qui est un plan séquence de 2 minutes 30 avec un effet visuel, parce que je pense qu'il y a un raccord, parce qu'il y a quelque chose d'étrange à un moment dans l'image. Et c'est une scène qui marche aussi très bien dans son association avec la musique. Je pense d'ailleurs que c'est la musique qui a été rajoutée sur les images. Autrement, ça serait un peu compliqué au tournage, ou alors ça serait un gros coup de chance au montage. Alors mon avis est vraiment mitigé sur le film, là où j'ai aimé le côté histoire d'amour, même si c'est assez conventionnel finalement. J'ai trouvé le côté historique raté, voire pas nécessaire, ce qui est assez étrange, assez paradoxal, parce que c'est l'origine du projet, et c'est ça qui amène les gens en salle d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai trouvé que si on veut voir un film sur la construction de la Tour Eiffel, on ne peut que être déçu, mais si on veut voir un film d'amour, conventionnel certes, mais de mon point de vue c'est réussi. Et ça me fait penser à ce que disait Kubrick au sujet de la liste de Schindler, puisqu'on est en plein dans la série sur Kubrick. Quand il avait voulu réaliser un film sur la Shoah, on lui avait dit qu'il y avait déjà un grand film qui avait été réalisé dessus. Et il avait répondu, lui qui était pourtant un ami de Spielberg, que c'était pas un film sur l'Holocauste, parce que l'Holocauste c'était 6 millions de juifs tués, et la liste de Schindler c'était 1300 juifs sauvés je crois. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans Titanic par exemple. C'est plus un film d'amour qu'un film catastrophe. Là, Eiffel, c'est plus un film d'amour qu'un film historique ou biographique. Et personnellement, même au-delà de ça, j'ai pas cru à aucun moment que j'étais au 19e siècle. On voit bien qu'il y a pas mal de moyens qui ont été dépensés sur le film, dans les décors, les costumes, mais j'ai pas trouvé ça crédible du tout. Et c'est pas tellement la faute des décors ou des costumes, mais plutôt des dialogues. Quelque chose d'assez moyen, c'est les commentaires, qui sont à peine audibles d'ailleurs, mais quand on les écoute vraiment, c'est quelque chose d'assez risible. Dans une scène par exemple, on entend une femme qui parle de Kolamaya, et d'un homme qui jouait du piano visiblement à une fête, et on sent bien que c'est quelque chose de rajouté pour combler un silence, qui pourrait pourtant être totalement envisageable. Et donc je comprends pas vraiment ce que ça a à faire là. C'est quelque chose que j'avais pas entendu en salle, mais j'ai vraiment explosé de rire quand j'ai revu le film. Parce qu'en plus c'est pas très bien joué, c'est à moitié chuchoté. Enfin voilà, je comprends pas pourquoi ils ont pas laissé un silence à ce moment-là. Cependant, il y a un travail sur la photographie que j'ai trouvé très intéressant. J'ai écouté une interview du directeur de la photo, Mathias Boucard, qui disait qu'il avait utilisé une caméra particulière, une Alexa 65, qui permet de mieux capter la précision des couleurs. Il y a un très beau plan notamment lors de la retrouvaille entre Gustave et Adrienne, quand ils attendent à l'extérieur, de nuit, avec en fond les lumières de la demeure. Voilà, globalement il y a des scènes très réussies, et d'autres vraiment pas. Par exemple celle de l'alignement des pieds de la tour. C'est quelque chose qu'on amorce déjà au début du film, parce que, à en croire l'histoire, c'est assez original comme procédé à l'époque. Mais le problème, c'est que la tension dans cette scène est inexistante. On n'arrive pas à ressentir celle des personnages à partir du moment où on sait le résultat final. Il suffit de l'avoir vu en photo pour savoir que ses pieds sont bien alignés. Et en ce qui concerne les acteurs, j'ai trouvé Emma Mackey très convaincante. Elle reflète bien, je trouve, la dimension solaire du personnage, et aussi son côté un peu masculin. Pareil pour Romain Duris, qui pour compléter Adrienne, a lui un côté féminin pour le coup, même si je l'ai trouvé un peu en dessous à mon goût. Je pense notamment au moment où il parle à ses ouvriers. J'ai notamment du mal à ressentir l'envergure qui pourrait incarner un tel personnage. C'est un petit bémol parce que globalement je l'ai trouvé bon. Et j'ai surtout trouvé que son duo fonctionnait très bien avec Emma Mackey.
Comme je l'ai dit, leurs personnages se complètent, et ils apportent tous les deux cette dimension un peu aventurière aussi. Et c'est un peu eux qui font que le film marche, parce que les acteurs secondaires sont pas formidables, et c'est eux surtout qui nous procurent ces émotions, qui sont présentes dans le film, ça c'est quelque chose de très réussi, et c'est uniquement à travers leur visage, ou la position de leur corps, qu'on capte cette émotion, parce qu'il n'y a souvent pas de mots, comme dans leur dernière scène ensemble. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait un peu plus court que pour les dernières, qui ont été particulièrement longues et éprouvantes, notamment parce que j'avais moins de choses à dire sur ce film. C'est pas un de ceux qui auront particulièrement marqué mon année. En tout cas, si vous l'avez lu, vous avez certainement des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, vous pouvez donner votre avis en commentaire. Ça sera toujours accepté tant que c'est fait de manière bienveillante. Et aussi si vous avez remarqué des choses que je n'avais pas dit dans mon analyse. En tout cas, j'ai été ravi de vous retrouver. La prochaine fois, ça sera pour la fin de la série sur Kubrick avec Eyes Wide Shut. Donc d'ici là, je vous dis à très vite.